Dans la salle d'audience, pendant le litige concernant l'héritage, ma fille Harper s'est penchée vers moi et a chuchoté, « Tu ne verras plus jamais un seul centime de l'argent de papa. » Caleb, mon gendre, a souri avec cette arrogance qu'il avait perfectionnée ces 2 dernières années. De toute façon, elle n'a jamais été capable de réussir dans la vie, a-t-il dit. Harper a ajusté les bijoux coûteux autour de son cou, ce collier de perles qui avait appartenu à ma mère et qu'elle avait tout simplement pris dans ma boîte à bijoux sans me demander. C'est à ce moment-là que la juge a ouvert mon enveloppe. Elle a commencé à lire, ses sourcils se sont levés lentement, puis il s'est produit quelque chose que personne dans cette salle n'attendait. Elle a commencé à rire. Ce n'était pas un ricanement discret. C'était un rire franc et sonore qui a résonné contre les murs de la salle d'audience. C'est la meilleure chose que j'ai lue en 22 ans de carrière de magistrat, a-t-elle déclaré en continuant sa lecture, secouant la tête d'incrédulité. Le sourire s'est figé sur le visage de Harper. Caleb s'est redressé sur sa chaise, toute son arrogance s'évanouissant comme de la fumée. Derrière eux, les parents de Caleb se sont regardés avec une confusion grandissante. Je suis resté immobile, les mains croisées sur mes genoux, feignant la même fragilité qu'ils avaient utilisée pour justifier chacune de leurs humiliations. Mais intérieurement, quelque chose en moi souriait, car je savais exactement ce que la juge était en train de lire, et je savais que tout était sur le point de s'effondrer sur leur tête. La juge a brandi plusieurs documents qui se trouvaient à l'intérieur de l'enveloppe. Son expression est passée de l'amusement à une sévérité professionnelle en un instant. « Madame Harper, Monsieur Caleb », a-t-elle commencé d'un ton tranchant comme du verre. « Pouvez-vous m'expliquer pourquoi, au cours des 18 derniers mois, vous avez retiré des sommes dépassant 80 000 $ des comptes de Madame Eleanor Vance, tout en lui disant qu'elle avait à peine de quoi payer ses médicaments de base ?» Le silence qui a suivi était si dense qu'on pouvait le ressentir physiquement. Harper a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti. Caleb a regardé vers la porte comme s'il calculait ses options de fuite. Les parents de Caleb se sont affalés sur leur siège, leur visage perdant toute couleur. La juge a poursuivi, d'une voix de plus en plus dure, et ce n'est que le début de ce que sa mère a documenté ici. Faux documents de procuration, transfert de propriété sans consentement. Facture de voyage de luxe payée avec sa pension alors que vous la limitiez à un budget de 50 $ par semaine pour la nourriture. Harper a enfin retrouvé sa voix, tremblante et au perché, ce n'est pas vrai. Ma mère est confuse. Elle ne comprend pas comment fonctionnent les finances. Nous gérions simplement son argent pour la protéger. La protéger? La juge a brandi un autre document. La protéger en dépensant 15 000 $ pour une montre de luxe pour vous-même, Monsieur Caleb? La protéger en réservant une croisière dans les Caraïbes pour 20 000 $ alors qu'elle mangeait de la soupe en conserve et des biscuits salés 3 fois par jour? Caleb s'est levé brusquement. C'est un malentendu. Ma belle-mère nous a donné la permission d'utiliser cet argent. Elle voulait que nous en profitions. Tout est documenté. Oh, oui, c'est documenté, a souri la juge sans aucune bienveillance. C'est documenté dans les enregistrements audio que Madame Eleanor Vance a réalisés au cours des 6 derniers mois, où l'on vous entend clairement tous les deux discuter de la manière d'accélérer le processus pour la faire interner dans une maison de retraite publique et vendre sa maison avant qu'elle ne puisse y faire quoi que ce soit. Le visage de Harper s'est complètement effondré. Des larmes ont commencé à couler sur ses joues. Mais ce n'étaient pas des larmes de regret. C'étaient les larmes de quelqu'un qui venait de réaliser qu'elle avait tout perdu. Mais cela n'avait pas commencé aujourd'hui. Tout avait commencé il y a 2 ans, lorsque mon monde s'est effondré et que je croyais encore que ma fille m'aimait. Quand mon mari est mort, quelque chose en moi est mort aussi. Nous étions ensemble depuis 43 ans. Chaque matin, je me réveillais en m'attendant à le voir à mes côtés. Et chaque matin, la réalité me frappait à nouveau. Il n'était plus là. Les jours sont devenus gris, interminables, vides. Harper est arrivé un après-midi de novembre avec Caleb. Ils ont apporté des fleurs fraîches et une lasagne maison qui sentait bon comme celle que je faisais quand elle était enfant. Ils se sont assis avec moi dans le salon, sur ce canapé où son père avait l'habitude de lire le journal chaque dimanche. « Maman », a dit Harper en me prenant la main, la voix douce et inquiète. « Tu ne peux pas continuer ainsi. Papa n'aurait pas voulu te voir détruite de la sorte. Caleb et moi avons beaucoup parlé de cela. Nous voulons que tu viennes vivre avec nous. Nous avons cette grande chambre d'amis au 2e étage que nous n'utilisons jamais. Comme ça, tu ne seras pas seul. » Je ne voulais pas partir.
Cette maison était toute ma vie. Chaque recoin abritait un souvenir. La tache de café sur le tapis de la cuisine que je n'avais jamais réussi à enlever complètement. Le cadre de la porte de la salle à manger où nous marquions la taille de Harper chaque année. Le jardin dont mon mari s'occupait chaque week-end. Mais Harper a insisté avec des arguments qui semblaient logiques, sensés, pleins d'une préoccupation sincère. Cette maison est trop grande pour toi toute seule, maman. Les taxes foncières sont exorbitantes. L'entretien te coûte une fortune, et le quartier n'est plus aussi sûr qu'avant. La semaine dernière, 3 maisons ont été cambriolées à 2 pâtés de maisons d'ici. Qu'est-ce qui se passerait si quelqu'un essayait d'entrer et que tu étais seul? Caleb a ajouté, de cette voix grave qu'il utilisait lorsqu'il voulait paraître protecteur et digne de confiance, Madame Vance, ce serait un honneur pour nous de prendre soin de vous. Vous êtes de la famille. Ma mère dit toujours que les aînés sont la sagesse de la maison. Nous ne voulons pas que vous restiez seul dans un moment aussi difficile. J'ai accepté. Mon Dieu, à quel point j'allais regretter cette décision. Les 3 premiers mois furent tolérables. Harper me préparait le petit déjeuner certains matins. Caleb me demandait comment j'avais dormi. Nous dînions ensemble le dimanche. Je me sentais à nouveau intégré à quelque chose, même si c'était différent. Même si l'absence de mon mari me faisait mal à chaque seconde. Mais ensuite, les changements subtils ont commencé. D'abord, ce fut ma carte de crédit. Un matin de février, j'ai essayé de l'utiliser à la pharmacie pour acheter mes médicaments, et elle a été refusée. J'ai appelé la banque depuis le téléphone de la pharmacie. Confuse et embarrassé tandis que la file d'attente s'allongeait derrière moi. Madame Vance, votre compte a été fermé il y a 3 semaines à la demande du titulaire principal du compte, m'a informé l'employé de la banque d'un ton professionnel et distant. Mais c'est moi la titulaire du compte, ai-je répondu, sentant la panique commencer à me serrer la gorge. Selon nos dossiers, Madame Harper Vance Miller est la titulaire principale. Vous êtes inscrite comme bénéficiaire secondaire. Je suis rentré à la maison en tremblant. Harper était dans la cuisine en train de préparer du café. Je lui ai raconté ce qui s'était passé, espérant qu'il s'agissait d'une erreur de la banque, d'une confusion administrative que nous pourrions résoudre ensemble. Elle n'a même pas levé les yeux de sa tasse. Oh, oui. Caleb et moi avons décidé qu'il valait mieux consolider les finances. Maman, tu n'as pas toute ta tête pour ces choses-là. Tu as toujours été un désastre avec l'argent. Tu te souviens quand papa devait vérifier toutes tes dépenses parce que tu dépassais le budget? Ce n'était pas vrai. Mon mari et moi avions toujours géré nos finances ensemble, en équipe. Mais avant que je ne puisse défendre mes souvenirs, Harper a poursuivi, de plus, à ton âge, il est facile de se faire escroquer. Il y a beaucoup de criminels qui profitent des personnes âgées. Nous te protégeons. Ne t'inquiète pas. Tout ton argent est en sécurité. Nous nous occuperons de payer tout ce dont tu as besoin. Mais j'ai besoin de mes médicaments, ai-je dit, ma voix sonnant plus faible que je ne l'aurais souhaité. Je sais, maman. C'est pour cela que je suis allé les payer pour toi ce matin. C'est déjà réglé. Harper m'a enfin regardé avec ce sourire patient que l'on réserverait à un enfant en bas âge. Fais-nous confiance, nous sommes ta famille. La semaine suivante, Caleb m'a installé dans le salon. Et a apporté un dossier rempli de papiers. Madame Vance, nous devons parler de la maison, a-t-il commencé, sur un ton sérieux mais bienveillant. Les impôts sont en retard. L'entretien doit être payé. La vérité est que cette propriété devient un fardeau financier très lourd. Mais c'est ma maison, ai-je dit, sentant ma poitrine se serrer. Je comprends qu'elle soit pleine de souvenirs, mais il faut être pratique, Eleanor. Quel sens cela a-t-il de garder une maison vide qui consomme tes économies? Si nous la vendons maintenant, nous pouvons investir cet argent. Le faire fructifier pour toi. Sécuriser ton avenir. Je ne veux pas la vendre. Caleb a soupiré comme s'il faisait face à quelqu'un d'incroyablement têtu. Écoute, nous ne disons pas de prendre la décision tout de suite. Réfléchis-y simplement. Mais en attendant, nous avons besoin que tu signes quelques papiers, juste des formalités juridiques. Une autorisation pour que je puisse gérer le paiement des impôts et des services publics depuis mon compte. Comme ça, ils ne prennent pas de retard et nous évitons les pénalités. Signe ici. Mon Dieu, comme je me suis détesté plus tard d'avoir signé. En mars, ma vie avait complètement changé.
Je n'avais plus accès à mon argent. Caleb me donnait $50 chaque semaine pour mes dépenses personnelles, comme si j'étais une adolescente recevant de l'argent de poche. Quand je demandais plus parce que j'avais besoin d'acheter de nouvelles chaussures, il me regardait comme si j'avais demandé la lune. $50 par semaine, c'est plus qu'assez, Madame Vance. Qu'est-ce que vous dépensez autant ici? Vous ne payez pas de loyer. Vous ne payez pas la nourriture. Vous ne payez pas les charges. Cet argent est juste pour vos petits plaisirs. Mes petits plaisirs. Comme si ma vie entière pouvait être réduite à $50 par semaine. Les règles ont commencé à apparaître également. Je ne pouvais pas utiliser le salon après 21h parce que Caleb avait besoin de silence pour travailler. Je ne pouvais pas inviter mes amis à la maison sans prévenir 2 jours à l'avance. Je ne pouvais pas utiliser le téléphone pour des appels interurbains. Je ne pouvais pas monter le son de la télévision trop fort. Je ne pouvais pas cuisiner avec certains ingrédients parce que Harper était au régime. C'est notre maison, maman, me rappelait Harper chaque fois que je remettais quelque chose en question. Une nuit d'avril, j'ai entendu des voix dans le bureau. La porte était entr'ouverte, et la voix de Caleb parvenait clairement jusqu'au couloir où j'étais allé chercher un verre d'eau. Nous ne pouvons pas continuer ainsi, Harper. Ta mère dépense plus qu'elle ne contribue. Les médicaments coûtent cher. Elle mange comme une famille de 3, et sa pension couvre à peine la moitié de ses dépenses. Je sais, a répondu Harper dans un soupir. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne peux pas la jeter à la rue. Je ne dis pas cela. Je dis simplement que nous devons accélérer le processus pour la maison. Si nous la vendons bientôt, nous pourrons utiliser cet argent pour couvrir ses dépenses futures. Et si nécessaire, plus tard, nous pourrons chercher un endroit où elle sera bien soignée. Une maison de retraite? La voix de Harper semblait hésitante. Une résidence assistée, a corrigé Caleb. C'est différent, et il y a de très bonnes options qui ne sont pas si chères. Avec ce que nous obtiendrons de la vente de sa maison, nous pourrons payer plusieurs années d'avance et il nous restera un bon capital à investir. Je suis resté figé dans le couloir, le verre d'eau tremblant dans ma main. J'ai entendu Harper soupirer à nouveau. Tu as raison. Mais donnons-lui encore un peu de temps. Je ne veux pas qu'elle s'imagine que nous l'avons fait venir ici uniquement pour tout lui prendre. Bien sûr, chérie. Nous ferons cela avec précaution, calmement, mais nous devons commencer à préparer le terrain. Je suis retourné dans ma chambre sans faire de bruit. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Les mots de Caleb résonnaient dans ma tête encore et encore. Accélérer le processus, résidence assistée, préparer le terrain. Le mois de mai est arrivé, et avec lui encore plus de restrictions. Les parents de Caleb, Richard et Barbara, ont commencé à nous rendre visite chaque week-end. Et avec leur arrivée, ma position dans cette maison est devenue encore plus claire. Je n'étais pas de la famille. J'étais un fardeau. Éléanore, tu pourrais nous apporter un peu plus de café, demandait Barbara depuis le canapé du salon. Ce même canapé où j'avais l'habitude de m'asseoir pour regarder mes émissions. Éléanore, cette nourriture est très salée. Tu ne peux pas cuisiner quelque chose de plus simple, commentait Richard, repoussant son assiette avec dégoût. Harper ne me défendait jamais. Caleb non plus. Ils se contentaient de me regarder, attendant que j'exécute leurs demandes, comme si j'étais la domestique. Un après-midi, alors que je faisais la vaisselle après l'un de ces repas de famille, j'ai entendu Barbara parler à Harper à voix basse dans la salle à manger. Ma chérie, tu dois être plus ferme avec elle. Les personnes âgées ont besoin de structure. Si tu la laisses faire tout ce qu'elle veut, elle va en profiter. Crois-moi, j'ai travaillé pendant 20 ans dans un centre gériatrique. Je sais comment ils sont. C'est juste que c'est ma mère, Barbara. Je ne peux pas la traiter comme. Harper a laissé sa phrase en suspens. Comme ce qu'elle est, a complété Barbara sans pitié. Une vieille femme qui dépend entièrement de vous. Plus tôt elle l'acceptera, mieux ce sera pour tout le monde. Et plus tôt tu l'accepteras, plus il sera facile de prendre les décisions nécessaires. J'ai fermé le robinet. Mes mains étaient rouges à cause de l'eau chaude et du savon. J'ai regardé mon reflet dans la vitre embuée de la fenêtre au-dessus de l'évier. Qui était cette femme? Où était passée Éléanore Vance? Celle qui avait élevé une fille pratiquement seule pendant 5 ans alors que son mari travaillait dans un autre État.
Celle qui avait lancé une petite entreprise de pâtisserie qui avait fait vivre sa famille pendant la récession. Celle qui avait soigné son mari pendant sa dernière maladie sans jamais le laisser voir une seule de ses larmes. Quand étais-je devenu cette ombre qui demandait la permission d'utiliser le téléphone dans sa propre maison? Le mois de juin a apporté une nouvelle humiliation. Harper est entrée dans ma chambre un matin sans frapper. Elle tenait une boîte en carton dans ses mains et affichait une expression qui se voulait désinvolte mais ne parvenait pas à cacher quelque chose de plus sombre. « Maman, j'ai besoin que tu me donnes les clés de ta maison », a-t-elle dit en posant la boîte sur mon lit. « Pourquoi en as-tu besoin ? Caleb doit aller vérifier certaines choses. On signale qu'il y a eu à nouveau des cambriolages dans cette rue. Nous voulons nous assurer que tout va bien. De plus, nous devons récupérer des documents importants que tu as laissés là-bas. » Je lui ai donné les clés. Quel choix avais-je? Mais quelque chose dans mon estomac s'est tordu, me laissant un pressentiment terrible. 3 jours plus tard, Caleb est revenu avec plusieurs cartons. Il les a montés directement au grenier sans me dire ce qu'ils contenaient. Quand j'ai demandé à Harper ce qu'ils avaient rapporté de ma maison, elle a répondu avec irritation, juste de vieilles affaires qui prenaient la poussière, maman. De vieilles factures, des papiers sans importance. Nous les avons stockés au grenier au cas où tu en aurais besoin un jour. Mais honnêtement, ce ne sont que des babioles. Cette nuit-là, j'ai attendu que tout le monde dorme. Je suis monté au grenier avec une lampe de poche. Mon cœur battait si fort que je craignais que quelqu'un ne l'entende. J'ai ouvert les cartons d'une main tremblante. Ce n'étaient pas des babioles. C'étaient mes albums photos, mes diplômes d'études, les lettres que mon mari m'avait écrites quand nous étions jeunes, les souvenirs du baptême de Harper, ma boîte à bijoux avec les pièces que j'avais héritées de ma grand-mère, les actes de propriété de ma maison, des documents bancaires. Tout ce qui prouvait qui j'étais, tout ce qui reliait mon présent à mon passé avait été extrait de ma maison et caché ici comme s'il s'agissait de pièces à conviction d'un crime. J'ai pris les documents bancaires et les actes de propriété. Je les ai cachés au fond de mon placard, sous de vieux draps que personne ne vérifiait. Mon instinct me hurlait que quelque chose de terrible était sur le point de se produire. C'est en juillet que tout a dégénéré. Par un après-midi de chaleur étouffante, Caleb m'a appelé dans le salon. Harper était assise à côté de lui, les yeux rouges comme si elle avait pleuré. Richard et Barbara étaient là aussi, le visage figé dans des expressions d'inquiétude qui n'atteignaient pas leurs yeux. « Madame Vance, nous devons parler de quelque chose de très sérieux », a commencé Caleb. Sur la table basse, il y avait d'autres papiers. Il y avait toujours des papiers. Nous avons reçu des nouvelles très inquiétantes de la banque. Quelles nouvelles? Votre maison fait l'objet d'une procédure de saisie. Apparemment, il y a une dette d'impôt foncier de 3 ans qui n'a jamais été payée. Nous parlons de 45 000 $, amende et intérêts compris. J'ai eu l'impression de recevoir un coup de poing dans le ventre. C'est impossible. Mon mari a toujours payé les impôts à temps, et après sa mort, j'ai continué à le faire. Eh bien, de toute évidence, quelque chose a mal tourné, est intervenu Harper, s'essuyant les yeux avec un mouchoir. Peut-être que papa a oublié certains paiements quand il était malade. Ou peut-être que tu as oublié de les faire après. Nous ne te blâmons pas, maman. Nous savons que tu as été confuse. Je n'ai pas été confuse, ai-je dit. Mais ma voix sonnait faible, même à mes propres oreilles. Barbara s'est penchée en avant avec cette expression de fausse compassion qu'elle avait perfectionnée. Éléanore, ma chère, c'est très courant chez les personnes de votre âge. La mémoire flanche. Les choses s'oublient. Ce n'est pas ta faute, mais maintenant nous devons faire face aux conséquences. Le seul moyen de sauver la maison, a poursuivi Caleb, est de la vendre rapidement avant que la saisie ne soit finalisée. J'ai un acheteur intéressé qui est prêt à payer un prix équitable. Ce n'est pas la valeur totale du marché, bien sûr, car il doit assumer le risque de la dette. Mais au moins, vous récupérerez quelque chose. Combien? 120 000 $. Je l'ai dévisagé, incapable de croire ce que j'entendais. Cette maison valait au moins 350 000 $. Mon mari et moi l'avions achetée pour 80 000 $ il y a 30 ans, et le quartier avait pris énormément de valeur. C'est une fraction de ce qu'elle vaut, ai-je réussi à dire. C'est la seule chose que nous pouvons obtenir vu la situation, a répondu Caleb fermement. Et croyez-moi, c'est mieux que de tout perdre dans la saisie. Au moins de cette façon, vous aurez de l'argent pour vos dépenses futures.
J'ai besoin de temps pour réfléchir. Il n'y a pas de temps, maman. La voix de Harper semblait presque désespérée. La banque nous a donné 10 jours pour résoudre cela, sinon elle procède à la saisie. Si cela arrive, tu perds tout et tu te retrouves en plus avec une tâche sur ton dossier de crédit. Tu ne pourras même pas louer un appartement par toi-même. Richard s'est raclé la gorge. Eleanor, je sais que c'est difficile, mais tu dois penser à ton avenir. Que feras-tu quand tu ne pourras plus vivre ici avec Harper et Caleb? Ils ont leur propre vie, leur propre projet. Cet argent de la vente pourrait te garantir un endroit digne pour passer tes dernières années. Mes dernières années. Comme si j'étais déjà morte. Comme s'il ne me restait plus qu'à attendre la fin dans un endroit où ils pourraient m'oublier. Je vais parler directement à la banque, ai-je dit en me levant. Vous ne pouvez pas, a répondu Caleb trop rapidement. Vous n'avez plus d'autorisation légale sur ce compte. Rappelez-vous, vous avez tout transféré au nom de Harper pour protéger vos actifs. Seule elle peut négocier avec la banque maintenant. Je me suis tenu au milieu de ce salon, entouré de gens qui étaient censés m'aimer, et j'ai compris avec une clarté absolue que j'étais prise au piège. J'avais signé des papiers sans les lire entièrement. J'avais fait confiance. J'avais cru que ma propre fille ne me ferait jamais de mal. Quelle idiote j'avais été. J'ai besoin d'air, ai-je murmuré, et je suis sorti dans le petit jardin. Je me suis assise sur le banc en fer à côté des rosiers. Le soleil de juillet était implacable. J'ai fermé les yeux et, pour la première fois depuis des mois, j'ai laissé couler mes larmes librement. J'ai pleuré mon mari. J'ai pleuré la femme que j'avais été. J'ai pleuré la fille que je pensais avoir, et la cruelle étrangère qu'elle était devenue. Mais soudain, une voix m'a tiré de ma spirale de désespoir. Madame Vance, est-ce que ça va? J'ai ouvert les yeux. De l'autre côté de la clôture, mon voisin Arthur me regardait avec une inquiétude sincère. Arthur avait 72 ans, veuf comme moi, et il était l'ami de mon mari depuis des décennies. Je ne l'avais pas vu depuis des mois parce que Harper tournait toujours des excuses pour ne pas me laisser sortir seul. Arthur, ai-je dit, essuyant rapidement mes larmes. Quelle surprise! Je ne t'ai pas vu depuis de longs mois. J'ai demandé de tes nouvelles plusieurs fois, mais ta fille me dit que tu te reposes ou que tu ne te sens pas bien. Il a fait une pause. Madame Vance, pardonne-moi d'être direct, mais est-ce que ça va? Est-ce qu'il te traite bien ici? Quelque chose dans sa façon de demander, la préoccupation réelle dans ses yeux a brisé la dernière barrière qui maintenait mon silence. Non, ai-je chuchoté. Je ne vais pas bien, Arthur. Et je ne sais pas quoi faire. Il a regardé vers la maison pour s'assurer que personne ne nous observait. Écoute, j'ai une amie qui est avocate. Elle est spécialisée dans les dossiers pour les personnes âgées. J'ai déjà vu des situations comme celle-ci. Eleanor, ce que fait ta famille a un nom, et il y a des moyens de se défendre. Je n'ai pas d'argent pour un avocat. Elle fait des consultations initiales gratuites, et s'il y a un dossier solide, elle peut travailler sur la base d'honoraires conditionnels. Parle-lui au moins, s'il te plaît. Tu ne peux pas continuer ainsi. Il m'a tendu un bout de papier avec un numéro de téléphone. Je l'ai glissé dans la poche de ma jupe juste au moment où j'ai entendu la porte arrière s'ouvrir. Harper est sorti avec un air méfiant. Maman, à qui parles-tu? Avec monsieur Arthur. Il me disait simplement bonjour. Harper s'est approché de la clôture avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Bonjour, Arthur. C'est très gentil à vous de vous soucier de ma mère, mais elle a besoin de se reposer maintenant. Vous savez comment elle est à son âge. Elle se fatigue facilement. Arthur a hoché la tête lentement, mais son regard m'a transmis un message très clair. Appelle ce numéro. Puis il a dit au revoir et est parti. Harper a attrapé mon bras avec plus de force que nécessaire. Rentrons, maman. Le soleil est très fort, et je ne veux pas que tu te déshydrates. Cette nuit-là, j'ai attendu jusqu'à 2 heures du matin. La maison était dans un silence absolu. Je suis descendu pieds nus. Chaque grincement du bois résonnait comme un coup de feu dans l'obscurité. J'ai atteint la cuisine et, depuis le téléphone fixe, j'ai composé le numéro qu'Arthur m'avait donné, en maintenant le volume au minimum. Une voix de femme a répondu à la 3e sonnerie. Kate Sterling. Comment puis-je vous aider? Je m'appelle Eleanor Vance, ai-je chuchoté.
Un ami m'a donné votre numéro. J'ai besoin d'aide. Pendant les 20 minutes qui ont suivi, je lui ai tout raconté. Les documents que j'avais signés sans vraiment comprendre, l'argent qui disparaissait, les conversations que j'avais entendues sur la vente de ma propre maison et mon placement en maison de retraite. Ma voix tremblait pendant que je parlais, mais Kate écoutait sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, il y a eu un bref silence avant qu'elle ne prenne la parole. Sa voix était ferme mais bienveillante. Madame Vance, ce que vous me décrivez est un abus financier et émotionnel sur une personne âgée, peut-être aussi une fraude s'ils ont falsifié des documents ou fait pression sur vous pour signer des choses que vous ne compreniez pas. En revanche, j'ai besoin de preuves matérielles. Avez-vous accès à certains des papiers que vous avez signés? Des relevés bancaires? Des documents de la maison? J'en ai quelques-uns cachés dans ma chambre. Je les ai pris du grenier. Bien. C'est très bien. Maintenant, écoutez-moi attentivement car c'est crucial. J'ai besoin que vous agissiez comme si rien n'avait changé. N'affrontez pas votre fille ni votre gendre. Ne leur dites pas que vous m'avez parlé. Plus ils croiront qu'ils ont le contrôle total, plus nous pourrons rassembler de preuves. Mais ils vont vendre ma maison dans 10 jours. C'est une tactique de pression. Il est très probable que cette dette d'impôt n'existe même pas ou que, si elle existe, elle ait été générée par eux. Demain, je vais commencer à faire des recherches dans les registres publics de votre propriété. J'ai aussi besoin que vous essayiez de documenter tout ce que vous pouvez. Les conversations, les mouvements, tout ce qui prouve ce qu'ils font. Comment? Ils fouillent mes affaires. Ils contrôlent tout ce que je fais. Votre téléphone portable. Vous l'avez toujours? Oui, mais Harper a installé une sorte de contrôle parental. Je ne peux pas télécharger d'application ni accéder à certaines fonctions. Kate a laissé échapper un soupir de frustration. Bien sûr qu'elle l'a fait. Très bien, nous allons faire avec ce que nous avons. Pouvez-vous quitter la maison sans éveiller de soupçons? Parfois, ils me laissent aller à l'église le dimanche. Caleb me dépose et revient me chercher 2 heures plus tard. Parfait. Ce dimanche, au lieu d'aller à l'église, venez à mon bureau. C'est à 3 pâtés de maison de l'église Saint-Antoine, au croisement de la 13e rue et de l'avenue Bolivar, bâtiment Miraflore, 3e étage. Apportez tous les documents possibles. Nous examinerons tout et élaborerons une stratégie. J'ai raccroché le téléphone, les mains tremblantes. Je suis monté dans les escaliers en essayant de ne pas faire de bruit, mais quand j'ai atteint le couloir, une lumière s'est allumée. Caleb se tenait devant la porte de sa chambre en pyjama, me regardant avec une expression indéchiffrable. Madame Vance, que faites-vous debout à cette heure? Mon esprit s'est emballé, cherchant une excuse. Je ne pouvais pas dormir. Je suis descendu me chercher un verre de lait chaud. Le médecin me l'a recommandé pour l'insomnie. Il m'a observé pendant un instant qui a semblé éternel. Vous devez faire attention. À votre âge, une chute dans les escaliers la nuit pourrait être fatale. La prochaine fois, appelez-moi. Je vous apporterai ce dont vous avez besoin. Merci, Caleb. Je m'en souviendrai. Il a attendu que j'entre dans ma chambre. J'ai entendu ses pas s'éloignant seulement après avoir fermé la porte. Je me suis assise sur le lit, le cœur battant à tout rompre. Avait-il entendu ma conversation? Avait-il vu que j'utilisais le téléphone? Le dimanche est arrivé après 4 jours qui ont semblé durer 4 ans. Le matin, j'ai annoncé que j'irais à la messe. Harper m'a regardé avec surprise. Tu n'es pas allé à l'église depuis des mois, maman. Je sais, mais j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. J'ai besoin de paix spirituelle. J'ai besoin de prier. Caleb a proposé de m'y conduire. Pendant tout le trajet, j'ai observé son profil tandis qu'il conduisait. Cet homme qui était entré dans ma vie avec des fleurs et des sourires, qui appelait ma fille, chérie, avec tant de douceur. Comment pouvait-il être le même qui planifiait de me dépouiller de tout et de m'enfermer dans une maison de retraite? Je te reprends dans 2 heures, a-t-il dit en s'arrêtant devant l'église. Ne va nulle part. C'est clair? Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi à ce numéro. Il m'a montré son téléphone. Je l'ai mis en numérotation rapide sur ton téléphone. Je suis entré dans l'église comme si j'aimais y rester. Mais dès que sa voiture a disparu au coin de la rue, je suis sorti par la porte latérale.
J'ai parcouru à pied les 3 pâtés de maison jusqu'au bâtiment Miraflore, les jambes flageolantes et mon sac serré contre ma poitrine. À l'intérieur, je portais tous les documents que j'avais pu rassembler. Le bureau de Kate était au 3e étage, comme elle l'avait dit. C'était petit mais ordonné, avec des étagères remplies de livres de droit et un bureau en bois sombre. Kate était une femme d'environ 50 ans, les cheveux tirés en un chignon professionnel, des yeux intelligents derrière des lunettes rectangulaires. Madame Vance, m'a-t-elle accueilli avec une poignée de main ferme. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Nous avons beaucoup à examiner et peu de temps. J'ai étalé tous les documents sur son bureau. Kate les a examinés un par un, prenant des notes sur un bloc, son front se plissant de plus en plus à chaque page lue. C'est pire que ce que je pensais, a-t-elle dit enfin. Cette procuration que vous avez signée ici donne pratiquement à votre fille le contrôle total de toutes vos finances et de vos décisions juridiques. Et regardez la date. Février, seulement 2 mois après la mort de votre mari. Quand vous étiez au plus bas. Caleb m'a dit que c'était juste pour faciliter le paiement des impôts. C'est un mensonge. Cela donne des pouvoirs beaucoup plus larges. Et ici, a-t-elle pointé un autre document, ce transfert de votre compte bancaire vers un compte joint avec votre fille. Vous vous souvenez avoir signé cela? J'ai secoué la tête. J'ai signé tellement de papiers ces jours-là. Caleb les mettait toujours devant moi et me disait où signer. J'ai fait confiance. C'était ma famille. Kate a pris une profonde inspiration. Madame Vance, j'ai enquêté sur vos registres de propriété comme je l'avais promis. La prétendue dette fiscale n'existe pas. Vos impôts sont totalement à jour. Quelqu'un ment délibérément pour vous forcer à vendre. J'ai eu l'impression qu'un poids s'envolait et qu'un autre, bien plus lourd, s'abattait sur moi en même temps. Il n'y avait pas de dette, mais cela signifiait que ma propre fille m'avait menti droit dans les yeux pour me voler ma maison. Il y a plus, a continué Kate. J'ai examiné les mouvements de votre compte bancaire avant qu'il ne le fermât. Au cours des 6 derniers mois avant le transfert, il y a eu des retraits importants. 5 000 $ ici, 8 000 $ là, 10 000 $ par-ci. Tous effectués avec votre carte, mais à des dates et dans des endroits où, d'après ce que vous m'avez dit, vous viviez déjà avec votre fille. Je n'ai pas fait ces retraits. Je sais, mais quelqu'un ayant accès à votre carte l'a fait. Et après le transfert, les mouvements sont encore plus révélateurs. Elle a tourné son ordinateur portable pour me montrer. Regardez ses dépenses. Une croisière pour 18 000 $. Des achats dans des magasins de luxe, de la joaillerie, des restaurants chers. Pendant ce temps, d'après ce que vous m'avez dit, il vous donnait 50 $ par semaine pour vos dépenses. Les chiffres dansaient devant mes yeux. Des milliers et des milliers de dollars. Mon argent. L'argent que mon mari et moi avions économisé durant 40 ans de dur labeur, disparaissant dans le luxe pour ma fille et son mari, pendant qu'ils me faisaient culpabiliser de demander de l'argent pour de nouvelles chaussures. Combien ont-ils dépensé au total, ai-je demandé d'une voix à peine audible. Kate a vérifié ses notes. Au cours des 18 derniers mois, environ 83 000 $ à partir de vos comptes personnels. Et ce n'est que ce que je peux tracer. S'il y a d'autres comptes ou transactions qui n'apparaissent pas sur ces relevés, le montant pourrait être plus élevé. 83 000 $. J'ai senti la pièce tourner autour de moi. Madame Vance, j'ai besoin que vous m'écoutiez très attentivement, a dit Kate en se penchant en avant. Ce que fait votre famille est un délit criminel. Abus financier, exploitation de personnes âgées, possible fraude documentaire. Mais pour pouvoir agir légalement, nous avons besoin de preuves plus solides, de déclarations enregistrées, de documents supplémentaires, de témoins. Comment vais-je obtenir cela? Il contrôle chacun de mes mouvements. C'est pourquoi nous devons être très stratégiques. Tout d'abord, je vais préparer une requête auprès du tribunal pour geler tous vos comptes et propriétés jusqu'à ce que l'enquête soit menée. Cela les empêchera de vendre votre maison ou de continuer à dépenser votre argent, mais j'ai besoin de votre autorisation formelle. Elle m'a tendu des papiers. Cette fois, je les ai lus entièrement avant de signer. Il s'agissait de documents juridiques la nommant comme ma représentante légale et l'autorisant à agir en mon nom pour protéger mes actifs. Deuxièmement, a-t-elle poursuivi, j'ai besoin qu'à votre retour dans cette maison, vous agissiez comme la personne vulnérable et confuse qu'il croit que vous êtes. Laissez-les parler si vous le pouvez, enregistrez les conversations. Votre téléphone a un enregistreur vocal, n'est-ce pas?
Je pense que oui. Elle m'a appris à l'activer sans être remarqué en utilisant une séquence de boutons latéraux qui ne nécessitaient pas de déverrouiller l'écran. Entraînez-vous à faire cela. Quand ils discutent de leur plan, quand ils parlent de la vente de la maison, quand ils disent quoi que ce soit d'incriminant, enregistrez-le. Vous n'avez pas besoin de vidéo, juste de l'audio. Et s'ils me découvrent? C'est un risque. Mais Madame Vance, sans preuve directe, ce sera votre parole contre la leur. Et malheureusement, ils ont déjà construit un récit selon lequel vous êtes une vieille dame confuse qui ne comprend pas les choses. Nous avons besoin de leurs propres mots pour détruire ce récit. J'ai regardé ma montre. 1h15 s'était écoulée. Caleb allait bientôt arriver. Il y a autre chose que je dois vous dire, a dit Kate, son expression devenant encore plus sérieuse. J'ai fait quelques recherches sur votre gendre, Caleb Miller. Il a des antécédents. Il y a 7 ans, il a été poursuivi par une ex-partenaire pour abus financiers. L'affaire a été classée parce qu'elle a abandonné les charges, mais le schéma est identique. Gagner la confiance. Prendre le contrôle des finances. Isoler la victime. J'ai eu la nausée. Est-ce que ma fille le sait? Je ne sais pas. Mais si elle ne le sait pas, elle devrait. Et si elle le sait et participe malgré tout, alors ils sont tous les deux également coupables. Kate m'a raccompagné jusqu'à la porte. Une dernière chose, à un moment donné, ils vont se rendre compte que quelque chose a changé. Quand la banque les informera qu'ils ne peuvent pas procéder à la vente de la maison. Quand ils découvriront qu'il y a des ordonnances judiciaires bloquant les comptes, il y aura une confrontation. Ce moment sera dangereux. Dangereux? Comment? Les gens qui se sentent acculés font des choses désespérées. Si à un moment quelconque vous vous sentez en danger physique, appelez le 911. N'hésitez pas. Votre sécurité est plus importante que n'importe quelle preuve. Je suis retourné à l'église juste au moment où Caleb arrivait. Pendant tout le trajet de retour, il m'a posé des questions apparemment anodines sur la messe, le sermon, les personnes avec qui j'avais parlé. J'ai répondu par des généralités, priant intérieurement pour qu'il ne remarque pas à quel point mon cœur battait vite. Ce soir-là, pendant le dîner, Caleb a annoncé qu'il y avait une bonne nouvelle. L'acheteur de la maison est prêt à conclure l'affaire cette semaine. Nous avons juste besoin que vous signiez les derniers papiers, Madame Vance. Nous le ferons mercredi à la société de titres. Harper m'a pris la main à travers la table. Je sais que c'est dur, maman, mais pense au côté positif. Tu auras de l'argent garanti. Tu n'auras plus jamais à te soucier des impôts ou de l'entretien. J'ai hoché la tête faiblement. D'accord, comme vous voudrez. Caleb a souri, satisfait. Barbara, qui dînait avec nous ce soir-là, a souri elle aussi. Ce soir-là, quand tout le monde s'est endormi, j'ai sorti mon téléphone. Avec des doigts maladroits à cause du stress, j'ai activé l'enregistreur comme Kate me l'avait appris. Je l'ai laissé enregistrer sous mon oreiller. Rien ne s'est passé cette nuit-là, mais j'étais prête pour le moment venu. Le lundi matin, j'ai entendu des voix en colère provenant du bureau. J'ai saisi mon téléphone, j'ai activé discrètement l'enregistreur et je me suis approché de la porte fermée. C'est impossible. C'était la voix de Caleb, plus forte que je ne l'avais jamais entendue. J'ai appelé la banque il y a 10 minutes. Ils disent qu'il y a une ordonnance judiciaire gelant tous les comptes associés à Eleanor Vance. Qui diable a bien pu demander cela? Ça doit être une erreur de la banque, a répondu Harper. Mais sa voix semblait effrayée. Maman n'a pas la capacité mentale de demander une chose pareille. Elle ne sait même pas faire fonctionner son téléphone. Quelqu'un l'a fait pour elle. Quelqu'un qui en sait trop. Il y a eu un lourd silence. Ce maudit voisin. Arthur. Ce vieux fouineur. Je les ai vus parler dans le jardin. Je parie qu'il l'a mise en contact avec un avocat, un de ceux qui profitent des personnes âgées confuses. Qu'est-ce qu'on va faire? On avait tout planifié. La signature pour la maison était dans 4 jours. J'ai déjà dépensé 15 000 $ pour la compte du nouvel appartement que nous allions acheter. Bon sang, Caleb. Je t'ai dit de ne rien dépenser tant que nous n'avions pas l'argent de la maison entre les mains. Tu m'avais dit que c'était une affaire sûre. Tu disais que ton ami à la société de titres pouvait tout accélérer sans problème. Et cela aurait été le cas si ta mère n'était pas allée chercher de l'aide juridique. Caleb a frappé sur quelque chose.
probablement le bureau. Nous devons agir vite. S'il y a une enquête, ils vont tout découvrir. Les retraits, les danses, les transferts, tout. À quel point est-ce grave? Très grave, Harper. Nous parlons d'accusations criminelles, de fraude, d'abus de faiblesse sur personnes âgées. Nous pourrions aller en prison, des années en prison. Le silence qui a suivi était chargé de panique. Enfin, la voix de Harper, plus basse mais claire, alors nous devons nous assurer que maman ne puisse pas témoigner. Si nous la déclarons inapte, son témoignage ne comptera pas. Ta mère a travaillé dans le centre gériatrique. Elle connaît des psychiatres qui pourraient lui diagnostiquer une démence ou quelque chose du genre. Il est trop tard pour cela maintenant. Il y a déjà un avocat impliqué. Il y a déjà des ordonnances judiciaires. Alors qu'est-ce que tu suggères? Il y a eu une longue pause. Nous devons l'obliger à tout abandonner. La plainte, les ordonnances, tout. La convaincre qu'elle commet une erreur, qu'elle est manipulée. Si elle retire tout volontairement, nous pourrons continuer comme si de rien n'était. Et comment la convaincre de cela? La pression. Nous lui ferons comprendre que si elle continue, elle perdra sa seule famille. Qu'elle se retrouvera complètement seule. Qu'aucun juge ne la croira plutôt que nous. Nous sommes jeunes, instruits, respectables. C'est une veuve de 68 ans avec des problèmes de mémoire. Qui vont-ils croire? Ma main tremblait tellement que j'ai failli faire tomber le téléphone, mais je l'ai tenu fermement, enregistrant chaque parole empoisonnée. Et si ça ne marche pas? La voix de Caleb est devenue plus sombre. Il y a toujours le plan B. On l'a fait interner pour son propre bien. Une évaluation psychiatrique d'urgence. 48 heures d'observation minimum. Le temps qu'elle sorte, si elle sort, nous aurons déjà déplacé ce que nous devons déplacer. Caleb, ça va trop loin là. Harper, réveille-toi. Soit nous agissons maintenant, soit nous perdons tout. Et pas seulement l'argent de ta mère. Notre réputation, notre liberté, tout. C'est ça que tu veux? Je n'ai pas entendu la réponse de Harper car à ce moment-là mon téléphone a vibré à cause d'un appel entrant. Je l'ai coupé immédiatement, mais c'était trop tard. La conversation dans le bureau s'est arrêtée brusquement. Tu as entendu ça? A demandé Caleb. Je me suis précipité vers la cuisine aussi vite que mes jambes me le permettaient, essayant d'avoir l'air occupé lorsque la porte du bureau s'est ouverte d'un coup sec. Caleb est sorti le premier, ses yeux balayant le couloir, le salon, jusqu'à ce qu'il me trouve près de l'évier. Madame Vance, depuis combien de temps êtes-vous là? Je viens de descendre, ai-je dit de la voix la plus tremblante que j'ai pu simuler. J'allais me faire un thé. Il s'est approché lentement, étudiant mon visage. Votre téléphone? Faites-moi voir. Mon cœur s'est arrêté de battre pendant une seconde. Mon téléphone? Pourquoi en avez-vous besoin? Donnez-le-moi, Madame Vance. Je ne vais pas me répéter. D'une main tremblante, j'ai sorti le téléphone de ma poche. J'avais arrêté l'enregistrement juste avant de courir à la cuisine. Caleb l'a pris et a commencé à le vérifier, ouvrant des applications, consultant l'historique des appels, les messages. J'arrivais à peine à respirer. Harper est apparu derrière lui, les yeux également pleins de méfiance. As-tu appelé quelqu'un ce matin, maman? Non, j'étais juste. Je regardais de vieilles photos. Ça me rend triste, mais ça m'apporte aussi du réconfort. Caleb m'a rendu le téléphone après ce qui a semblé être une éternité. Très bien, mais rappelez-vous, si vous devez téléphoner, vous devez le faire depuis le fixe de la maison. Votre forfait de données mobiles a expiré, et nous ne voulons pas que vous dépensiez de l'argent inutilement. C'était un mensonge. J'avais payé mon propre forfait bien avant de m'installer chez eux, mais j'ai hoché la tête avec soumission. Pendant les 2 jours suivants, la tension dans la maison était palpable. Caleb et Harper chuchotaient constamment. Richard et Barbara sont arrivés le mardi soir, et tous les 4 se sont enfermés dans le bureau pendant des heures. Je suis resté dans ma chambre en faisant semblant de lire, mais en réalité je réécoutais encore et encore l'enregistrement que j'avais fait. Chaque mot incriminant y était d'une clarté parfaite. Le mercredi matin, Caleb est entré dans ma chambre sans frapper. « Habillez-vous, Madame Vance. Nous allons à la société de titres dans 1 heure. C'est l'heure de signer les papiers de la maison. » Je ne vais rien signer, ai-je dit,
Et ma propre voix m'a surprise par sa fermeté. Caleb est resté immobile dans l'encadrement de la porte. Comment? J'ai dit que je n'allais pas signer. Je ne vais pas vendre ma maison. Et je sais qu'il n'y a pas de dette fiscale. Je sais que vous m'avez menti. Son expression est passée de la surprise à la fureur en une seconde. Harper, viens ici, a-t-il crié vers le couloir. Ma fille est apparue quelques instants plus tard. En voyant l'expression de Caleb, son visage a pâli. Qu'est-ce qui ne va pas? Ta mère dit qu'elle ne va pas signer. Elle dit qu'elle sait que nous lui avons menti au sujet des impôts. Harper m'a regardé avec un mélange de colère et de ce qui aurait pu être de la peur. Maman, quelle bêtise racontes-tu? Bien sûr qu'il y a une dette. Nous t'avons montré les papiers de la banque. De faux papiers. Kate l'a vérifié. Mes impôts sont à jour. Ils l'ont toujours été. C'était un mensonge pour faire pression sur moi pour vendre. Le silence qui a suivi fut comme une explosion. Caleb a fermé la porte de ma chambre avec un coup si violent que les murs en ont tremblé. Kate? Qui diable est Kate? Sa voix était dangereusement basse. Mon avocate. Et elle sait tout. Les 83 000 $ que vous avez volés, les voyages, les bijoux, les restaurants, tout. Payé avec mon argent alors que vous me faisiez croire que j'étais un fardeau pour vous. Harper s'est laissé tomber sur le bord de mon lit, le visage complètement livide. Caleb, elle sait. Mon Dieu, elle sait tout. Tais-toi, Harper. Caleb s'est approché de moi, sa présence se faisant intimidante. Écoutez-moi bien, vieille fouineuse. Je ne sais pas ce que cette avocate de pacotille que vous avez engagée vous a raconté, mais vous commettez une grave erreur. Nous sommes votre famille. La seule chose que vous ayez dans ce monde. Si vous nous accusez de quoi que ce soit, vous serez laissé complètement seul. C'est ça que vous voulez? Mourir seul dans un endroit sans que personne ne vienne vous voir? Je préfère mourir seul que de vivre dépouillé. Sa main s'est levée comme s'il allait me frapper. Mais Harper a hurlé, Caleb, non. Ça ne fera qu'empirer les choses. Il a baissé la main lentement, mais ses yeux étaient remplis d'une haine pure. Très bien, jouons à ce jeu à votre façon. Mais je vous préviens, Madame Vance. Vous allez le regretter. Vous allez nous supplier de vous pardonner avant que tout cela ne soit fini. Ils ont quitté ma chambre en claquant la porte. J'ai entendu leur voix s'élever dans le couloir, puis le bruit de plusieurs portes qui se fermaient. Je suis restée assise sur mon lit, tremblante, mais ressentant aussi quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois, de la force. 1 heure plus tard, j'ai entendu la sonnette. Des voix inconnues résonnaient dans le salon. J'ai jeté un coup d'œil attentif depuis le premier étage et j'ai vu 2 policiers parler avec Caleb et Harper. L'un d'eux tenait plusieurs documents. Monsieur Miller, Madame Vance Miller, nous avons une ordonnance judiciaire exigeant la production de tous les relevés bancaires et documents relatifs aux comptes et propriétés de Madame Eleanor Vance. Vous êtes également sommé de comparaître devant le tribunal des affaires familiales lundi prochain à 9 h du matin. Caleb a pris les papiers d'une main tremblante. C'est ridicule. Nous sommes sa famille. Nous prenons soin d'elle. Elle est confuse. Elle a des problèmes de mémoire. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. Cela sera déterminé par le juge, monsieur. Pour l'instant, vous êtes légalement obligé de n'effectuer aucune transaction supplémentaire relative au compte de Madame Vance et de comparaître à la date indiquée. Compris? Après le départ des policiers, la maison a explosé. Barbara et Richard sont arrivés quelques minutes après avoir reçu un appel frénétique de Caleb. Les 4 se trouvaient dans le salon quand je suis descendu. La voilà, a dit Barbara en me voyant, la voix dégoulinante de venin. L'ingrate. Après tout ce que nous avons fait pour vous. Tout ce que vous avez fait? Les mots sont sortis de ma bouche avant que je ne puisse les arrêter. Vous voulez parler de me voler 83 000 $ sur mes comptes? D'essayer de me voler ma maison? De me traiter comme une servante dans ce qui était censé être mon foyer? Richard s'est levé de sa chaise, me pointant du doigt d'un air accusateur. Tu as de la chance que nous t'ayons supporté tout ce temps. Tu es une vieille femme aigrie qui a gâché la vie de sa fille. Elle aurait pu être quelqu'un si elle n'avait pas eu à s'occuper de toi. Je n'avais pas de besoin qu'on s'occupe de moi. J'avais besoin qu'on me respecte. Du respect? A ricané Barbara.
Tu sais ce que nous allons te donner? Rien. Absolument rien. Quand tout cela sera fini, et crois-moi, ça va mal finir pour toi, tu vas te retrouver dans un hospice public à manger de la bouillie et à mourir seul. Parce que personne ne voudra avoir quoi que ce soit à faire avec la vieille folle qui a dénoncé sa propre famille. Harper a enfin parlé, la voix brisée. Maman, nous pouvons encore arranger ça. Retire la plainte. Retire tout. Nous pouvons oublier ce qui s'est passé. Nous pouvons repartir à zéro. Repartir à zéro. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Repartir à zéro en te laissant me dépouiller? Repartir à zéro en faisant semblant de n'avoir pas entendu vos projets de m'interner? Repartir à zéro en étant la vieille idiote qui signe tout ce que vous mettez sous ses yeux. Tu es ma mère, a hurlé Harper, les larmes coulant sur ses joues. Tu es censé me faire confiance. Et toi tu étais censé m'aimer. Mais l'amour ne se mesure pas à ce que l'on peut voler à quelqu'un, Harper. Ton père serait dévasté s'il savait ce que tu es devenu. C'était comme si je l'avais frappé. Son visage s'est complètement décomposé et elle a couru vers les escaliers en sanglotant. Caleb m'a regardé avec une haine absolue. J'espère que ça en vaut la peine, a-t-il dit d'une voix glaciale. J'espère que ces avocats et cet argent t'apporteront la chaleur que ta famille t'a donnée, parce que désormais tu n'as plus rien d'autre que cela. Ce soir-là, j'ai préparé une petite valise. J'ai appelé Kate depuis le téléphone de la cuisine à 3 heures du matin. J'ai besoin de quitter cette maison maintenant. Êtes-vous en danger immédiat? Je ne sais pas, mais après aujourd'hui, je ne me sens plus en sécurité ici. Très bien. J'ai des contacts dans un foyer d'accueil temporaire pour personnes âgées en situation d'abus. Je peux faire le nécessaire pour demain matin de bonne heure. Mais Madame Vance, une fois que vous aurez franchi ce pas, il n'y aura plus de retour en arrière. La confrontation finale au tribunal sera inévitable. Je sais, et je suis prête. À 6 heures du matin, avant que quiconque ne se réveille, je suis descendu avec ma valise. Arthur m'attendait dehors dans sa voiture, comme Kate l'avait organisé. Je n'ai pas regardé en arrière lorsque la porte s'est refermée derrière moi. Je ne pouvais pas me permettre de douter maintenant. Le foyer était un bâtiment discret du centre-ville géré par une organisation à but non lucratif qui aidait les personnes âgées en situation d'abus. La directrice, une femme nommée Emanuela, m'a accueilli avec une réelle chaleur. Madame Vance, ici vous êtes en sécurité. Personne ne peut entrer sans autorisation. Nous avons des caméras de sécurité, du personnel 24 heures sur 24 et nous travaillons directement avec les autorités. Votre famille ne peut pas vous atteindre ici. Ils m'ont attribué une chambre petite mais propre. Elle disposait d'un lit, d'une armoire, d'une chaise près de la fenêtre. C'était simple, austère même, mais c'était à moi. Pour la première fois depuis 2 ans, je fermais une porte en sachant que personne n'entrerait sans ma permission. Kate est arrivée l'après-midi même avec d'autres documents à examiner. Elle avait obtenu les relevés bancaires complets, l'historique des transactions, des copies de toutes les procurations et des transferts que j'avais signés. Le dossier est solide, a-t-elle dit en étalant les papiers sur la petite table de ma chambre. Nous avons des preuves matérielles de fraude. Nous avons les enregistrements audio où ils admettent leur plan. Nous avons des témoins qui peuvent témoigner de leur comportement. Mais je dois vous préparer à ce qui vous attend. Madame Vance, ce ne sera pas facile. À quel point? Votre fille et votre gendre vont engager des avocats, de bons avocats probablement. Ils vont essayer de vous discréditer. Ils vont soutenir que vous n'êtes pas en pleine possession de vos facultés mentales, que vous êtes manipulé par moi ou par d'autres. Ils vont faire venir des experts qui témoigneront de votre prétendue confusion mentale. Ce sera brutal. Et nous allons gagner. Kate m'a regardé droit dans les yeux. Oui, nous allons gagner parce que les preuves sont irréfutables, mais le processus sera douloureux. Vous devrez vous asseoir dans une salle d'audience et écouter votre propre fille dire des choses terribles sur vous. Vous devrez garder votre calme pendant qu'ils essaieront de détruire votre crédibilité. Êtes-vous prête pour cela? J'ai pensé à mon mari. Aux 43 ans passés à construire une vie ensemble. Au sacrifice qu'il avait fait en travaillant loin de la maison pour que nous puissions acheter cette demeure. À la nuit passée à ses côtés à la fin, me tenant la main, me faisant promettre que je prendrais soin de moi. Je suis prête, ai-je dit. Les jours suivants furent un tourbillon de préparation juridique.
Kate a fait venir un psychologue clinicien qui m'a évalué de manière approfondie, testant ma mémoire, ma capacité de raisonnement, ma compréhension des événements passés et présents. J'ai passé 3 heures à répondre à des questions, à résoudre des énigmes, à me rappeler des dates et des détails. Madame Vance, a dit le médecin à la fin avec un sourire, votre esprit est parfaitement clair. En fait, votre mémoire et votre capacité cognitive sont supérieures à la moyenne pour votre âge. Tout argument d'incompétence mentale sera facile à réfuter avec mon évaluation. Nous avons également dû préparer mon témoignage. Kate m'a fait revoir chaque détail encore et encore. Quand vous serez à la barre, m'a-t-elle instruit, ne vous laissez pas provoquer. Ils vont essayer de vous mettre en colère, de vous faire pleurer, de vous faire paraître instable. Ne répondez qu'à ce qu'ils vous demandent. Soyez clair, direct, honnête. Votre vérité est votre meilleure arme. Le vendredi, j'ai reçu un appel. C'était Harper. Je ne sais pas comment elle a obtenu le numéro du foyer, mais sa voix semblait désespérée à l'autre bout du fil. Maman, s'il te plaît. Nous devons parler. Tout cela a dépassé les bornes. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Caleb et moi essayions juste de t'aider, et les choses se sont compliquées. Et pourtant nous pouvons arranger ça. S'il te plaît, ne viens pas au tribunal lundi. Retire tout et nous pourrons résoudre cela en famille. Nous ne sommes plus une famille, Harper, ai-je dit d'une voix calme. Nous avons cessé d'être une famille quand tu as décidé que mon argent avait plus de valeur que ma dignité. Tu es ma mère. Tu ne peux pas me faire ça. Sais-tu ce qui se passera si nous perdons ce procès? Tu en connais les conséquences. Oui, je connais parfaitement les conséquences. Ce sont les conséquences de tes propres actes. Tu vas le regretter. Sa voix a changé, devenant plus dure. Quand tu seras seul, quand personne ne voudra entendre parler de toi, quand tu réaliseras que tu as détruit ta seule famille pour de l'argent, tu vas le regretter. L'argent n'a jamais compté pour moi, Harper. Ce qui comptait, c'était toi. Mais la fille que j'ai élevée est morte à un moment donné et je ne m'en suis pas rendu compte. La femme que tu es aujourd'hui m'est étrangère. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Mes mains tremblaient, mais pas de peur. C'était de la colère mêlée à une tristesse si profonde qu'elle me faisait physiquement mal. Le dimanche, Kate est arrivée avec des nouvelles. Les avocats de votre fille ont déposé une requête d'urgence soutenant que vous êtes retenu contre votre gré dans le foyer et que vous devez faire l'objet d'une évaluation psychiatrique. La juge l'a rejetée après avoir examiné l'évaluation du docteur Martinez. Ils ont également essayé d'accéder à vos comptes, arguant qu'il y avait des frais médicaux urgents à payer. Cela a également été rejeté. Ils sont désespérés, extrêmement désespérés, et cela les rend dangereux sur le plan juridique. Ils vont jeter toutes les ordures possibles au tribunal. J'ai appris qu'ils avaient engagé un avocat très agressif, connu pour ses tactiques d'intimidation, Marcus Thorne. Il est doué dans ce qu'il fait, c'est-à-dire détruire la crédibilité des témoins. Comment s'y prend-il? Il prend de petites incohérences dans les témoignages et les amplifie. Il trouve des erreurs mineures dans les dates ou les détails et les présente comme des mensonges délibérés. Il pose des questions conçues pour troubler ou forcer les gens à se contredire. C'est un expert pour faire passer les honnêtes gens pour des menteurs. Et comment l'arrêtons-nous? En étant absolument précise, en disant « je ne me rappelle pas » quand on ne se souvient pas de quelque chose au lieu de deviner, en ne se laissant pas presser de donner des réponses dont on n'est pas sûr, et surtout, en gardant son calme. Peu importe son agressivité. Nous avons passé tout le dimanche à nous entraîner. Kate me posait des questions pièges, m'interrompait, haussait le ton, essayait de m'embrouiller sur les dates et les détails encore et encore jusqu'à ce que mes réponses deviennent automatiques, calmes, précises. Le lundi s'est levé gris et froid. Je me suis habillé d'un tailleur simple que Kate m'avait acheté. Un pantalon gris, un chemisier blanc, un pull en laine, rien de voyant, rien qui n'attire l'attention. Je voulais ressembler à ce que j'étais, une femme mûre, digne, sincère. Arthur a insisté pour nous accompagner au tribunal. Ton mari était mon ami. Je lui ai promis que si jamais tu avais besoin d'aide, je serais là. Aujourd'hui, tu as besoin d'aide. Nous sommes arrivés au palais de justice à 8h30. Les couloirs étaient pleins d'avocats avec des mallettes, de familles attendant leur dossier, du bourdonnement constant des discussions juridiques. Kate m'a guidé vers une salle d'attente privée. Votre dossier est le 3e de la matinée.
Nous commencerons probablement vers 10 heures. Comment vous sentez-vous? Effrayé, mais prête. À 9h50, on nous a appelés. Nous avons descendu le couloir vers la salle d'audience. Les portes en bois sombre se sont ouvertes et tout est devenu réel d'une manière qui ne l'avait pas été jusqu'à ce moment. Harper était assise du côté gauche de la salle avec Caleb, Richard et Barbara. Tous les quatre m'ont regardé quand je suis entré. L'expression de Harper était un mélange de douleur et de colère. Caleb m'a simplement observé avec des yeux froids. Richard et Barbara m'ont regardé comme si j'étais un déchet. À côté d'eux se tenait leur avocat, Marcus Thorne. C'était un homme d'environ 50 ans, costume cher, cheveux parfaitement coiffés, le genre de personne qui savait exactement de quel pouvoir elle disposait et aimait l'utiliser. Nous nous sommes assises du côté droit. Kate a ouvert sa mallette et a commencé à organiser les documents. Arthur s'est assis dans la rangée derrière nous, sa présence silencieuse mais réconfortante. Tout va bien se passer, a chuchoté Kate. Tu te souviens de ce que nous avons répété? La juge est entrée et nous nous sommes tous levés. C'était une femme d'environ 55 ans. Expression sérieuse, yeux intelligents qui semblaient ne rater aucun détail. Elle a pris place derrière le haut pupitre et a examiné les documents devant elle. Dossier numéro 23412, a annoncé le greffier. Eleanor Vance contre Harper Vance Miller et Caleb Miller, poursuite pour abus financiers, fraude et exploitation de personnes âgées. La juge a levé les yeux, bonjour à tous. C'est un dossier particulièrement délicat impliquant des relations familiales et des allégations graves. Nous procéderons avec respect, mais aussi avec la rigueur que la loi exige. Les deux parties sont-elles prêtes à présenter leurs arguments d'ouverture? Kate s'est levée. Prête, votre honneur. Marcus Thorne s'est levé également, son sourire confiant. Tout à fait prête, votre honneur. Procédez, maître Sterling, a indiqué la juge. Kate s'est s'approchée du pupitre d'un pas sûr. Votre honneur, cette affaire représente l'un des exemples les plus clairs et les plus douloureux d'abus systématiques envers une personne âgée que j'ai vu en 20 ans de pratique. Madame Eleanor Vance, une veuve de 68 ans en pleine possession de ses facultés mentales, a été systématiquement dépouillée de son autonomie, de sa dignité et d'environ 83 000 $ de ses économies par sa propre fille et le mari de celle-ci. Marcus s'est levé immédiatement, objection. Votre honneur, ma consoeur présente des conclusions comme des faits. Il n'y a aucune preuve que. Rejeté, a interrompu la juge. Ce sont des déclarations d'ouverture, maître Thorne. Vous aurez l'occasion de les réfuter. Continuez, maître Sterling. Kate a hoché la tête. Les faits que nous présenterons aujourd'hui montreront un schéma délibéré de manipulation qui a commencé 2 mois seulement après le décès du mari de Madame Vance, alors qu'elle était au plus bas. Nous montrerons comment les défendeurs ont progressivement pris le contrôle total de ses finances grâce à des procurations obtenues sous de faux prétextes. Nous présenterons des relevés bancaires documentant des dépenses extravagantes payées avec l'argent de ma cliente alors qu'on lui octroyait 50 $ par semaine pour ses besoins fondamentaux. Et surtout, nous présenterons des enregistrements audio où les défendeurs discutent explicitement de leur plan pour vendre sa maison sans son véritable consentement et l'interner dans un établissement afin d'assumer le contrôle total de ses actifs. Un murmure a parcouru la salle. La juge a frappé un coup de marteau, silence. Kate est retournée s'asseoir. Marcus Thorne s'est levé, ajustant sa veste de costume. Son sourire était calculé, conçu pour projeter une confiance absolue. Votre honneur, ce que nous avons entendu de la bouche de maître Sterling semble terrible, presque cinématographique dans sa dramaturgie, et c'est précisément l'intention, créer un récit de méchants et de victimes qui fait appel aux émotions mais ignore les faits réels. La vérité est beaucoup plus simple et beaucoup moins sinistre. Ma cliente Harper Vance Miller est une fille aimante qui, avec son époux, a accueilli sa mère après le décès de son père. Madame Vance était déprimée, confuse, incapable de gérer ses propres affaires. Ils ont assumé la lourde responsabilité de s'occuper d'elle, non pas par obligation légale, mais par amour familial. J'ai regardé Harper pendant que son avocat parlait. Elle gardait les yeux baissés, les mains fermement croisées sur ses genoux. Les documents que Madame Vance a signés, a continué Marcus, ont été signés volontairement après des explications claires dans le but exprès de protéger ses actifs contre d'éventuels abus ou erreurs dus à son âge avancé et à son état émotionnel fragilisé. Les dépenses que la partie adverse qualifie d'extravagantes étaient des dépenses normales pour une famille qui s'était agrandie d'un membre,
s'ajoutant au coût considérable de soins et de santé d'une personne âgée. Quant à ces prétendus enregistrements, nous verrons qu'il s'agit de conversations sorties de leur contexte, mal interprétées par une dame âgée qui est malheureusement manipulée par des tiers cherchant à tirer profit de la discorde familiale. Il s'est rassis d'un air satisfait. La juge a pris des notes pendant un instant avant de parler. Très bien, maître Sterling. Vous pouvez appeler votre premier témoin. J'appelle Madame Eleanor Vance à la barre. Je me suis levé, les jambes chancelantes. Le chemin vers la barre a semblé faire des kilomètres. Le greffier m'a fait prêter serment de dire la vérité. Je me suis assise dans le fauteuil surélevé, sentant le poids de tous les regards fixés sur moi. Kate s'est approchée avec une expression bienveillante. Bonjour, Madame Vance. Pouvez-vous nous dire quand votre mari est décédé? Le 3 décembre, il y a 2 ans. Ma voix a sonné plus ferme que je ne l'espérais. Et comment était votre relation avec votre fille avant ce moment? Bonne. Pas parfaite, mais bonne. Nous nous voyons régulièrement. Nous fêtions les anniversaires ensemble, les fêtes. C'était ma fille. Je l'aimais. Quand avez-vous commencé à vivre avec elle et son mari? Environ 2 mois après le décès de mon mari. En février de l'année suivante. Ils m'ont convaincu qu'il valait mieux que je ne reste pas seul. Vouliez-vous déménager? J'ai hésité. Kate a hoché la tête. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'accès à vos propres comptes bancaires après le déménagement? Ils ont pris mes cartes. Ils disaient que c'était pour me protéger des escroqueries. Caleb, mon gendre, a commencé à me donner $50 chaque semaine pour mes danses personnelles. $50 par semaine? Oui. Et quels étaient vos revenus mensuels à ce moment-là? Entre votre pension et vos économies. Ma pension était de $2200 par mois, et j'avais environ $160 000 d'économies. Un murmure a de nouveau parcouru la salle. La juge a pris des notes sans lever les yeux. Savez-vous maintenant à quoi le reste de votre argent a été dépensé? Oui. À ce moment-là, il me disait que cela allait aux impôts, aux charges, à la nourriture, à mes médicaments, mais j'ai découvert plus tard que cela avait été dépensé en voyages, restaurants coûteux, bijoux, vêtements de marque pour eux. Objection. S'est levé Marcus. Le témoin spécule sur la destination des fonds sans en avoir connaissance directe. Retenu, a dit la juge. Madame Vance, limitez vos réponses à ce que vous savez personnellement. Kate a poursuivi, avez-vous personnellement vu votre fille et votre gendre acheter des articles coûteux? Oui. Caleb a acheté une montre qui coûtait $15 000. Je l'ai entendu dire le prix au vendeur quand il l'a acheté. Harper s'est acheté des robes de créateur, plusieurs qui coûtaient plus de $2000 chacune, et ils ont réservé une croisière dans les Caraïbes d'une valeur de $20 000 pour 2 personnes. Comment connaissez-vous ces prix spécifiques? Parce que je les ai entendus en parler. Et parce que plus tard, quand Caleb m'a dit qu'il n'y avait pas d'argent pour m'acheter de nouvelles chaussures parce qu'il fallait économiser, il m'a semblé étrange qu'il planifie une croisière à $20 000. Parlez-moi des règles que vous deviez suivre dans cette maison. J'ai pris une grande inspiration. Je ne pouvais pas utiliser le salon après 21 heures. Je ne pouvais pas inviter d'amis sans donner un préavis de 2 jours. Je ne pouvais pas mettre la télé fort. Je ne pouvais pas cuisiner certains aliments parce que Harper était au régime. Je ne pouvais pas passer d'appels interurbains. Je devais demander la permission pour presque tout. Et comment cela vous faisait-il vous sentir? Comme si j'étais une enfant ou, pire, comme si j'étais une employée. Je ne me sentais pas chez moi. Je me sentais toléré comme un fardeau qu'il devait supporter. Madame Vance, avez-vous déjà entendu des conversations où votre fille et votre gendre discutaient de projets concernant votre avenir? Oui, plusieurs fois. Pouvez-vous décrire l'une de ces conversations? J'ai regardé Harper droit dans les yeux pendant que je parlais. Une nuit d'avril, je les ai entendus parler dans le bureau. Caleb disait que je dépensais plus que je ne contribuais et qu'il devait accélérer le processus de vente de ma maison. Ils ont parlé de chercher un établissement de vie assistée, une maison de retraite pour moi. Il disait, avec l'argent de la vente de sa maison, il pourrait payer plusieurs années d'avance et il leur resterait du capital à investir. Harper a fermé les yeux, des larmes coulant sur ses joues. Mais ce n'étaient pas des larmes de regret. Je le voyais à la tension de sa mâchoire. Qu'avez-vous ressenti en entendant cela? Trahi, terrifié,
comme si le sol s'effondrait sous mes pieds. Parce que j'ai compris que tout cela n'avait été qu'un mensonge, qu'il n'avait jamais voulu m'aider. Il voulait juste mon argent. Madame Vance, vous a-t-on dit que votre maison avait une dette fiscale de 45 000 $? Oui. En juillet, Caleb m'a montré des papiers et a dit que si je ne vendais pas rapidement, je perdrais la maison lors d'une saisie. Et était-ce vrai? Non. Mon avocate a vérifié auprès du comté. Mes impôts étaient à jour. Ils l'avaient toujours été. C'était un mensonge pour me forcer à vendre. Kate s'est approchée de la table et a pris un dossier. Votre honneur, je demande l'autorisation de diffuser un enregistrement audio que Madame Vance a réalisé au domicile des défendeurs. La juge a hoché la tête, allez-y, le silence dans la salle fut absolu lorsque l'enregistrement a commencé à jouer. Ma propre voix, tremblante, était à peine audible. Mais les voix de Caleb et Harper étaient parfaitement claires. Nous devons agir vite. S'il y a une enquête, ils vont tout découvrir. Les retraits, les dépenses, les transferts, tout. À quel point est-ce grave? Très grave, Harper. Nous parlons d'accusations criminelles, de fraude, d'abus de faiblesse sur personnes âgées. Nous pourrions aller en prison, des années en prison. L'enregistrement a continué, chaque mot tombant comme une bombe dans la salle. Lorsqu'il a atteint le passage où il discutait de m'interner d'urgence pour gagner du temps, j'ai vu Harper s'enfoncer dans sa chaise, le visage complètement livide. L'enregistrement s'est arrêté. Le silence qui a suivi était assourdissant. La juge avait une expression que je ne pouvais décrypter, mais ses yeux étaient fixés sur Harper et Caleb. Pas d'autres questions pour le moment, votre honneur, a dit Kate en retournant s'asseoir. La juge a regardé Marcus, contre-interrogatoire. Marcus s'est levé lentement. Il avait perdu une partie de sa confiance première, mais essayait de le cacher. Il s'est approché de la barre d'un pas mesuré. Madame Vance, a commencé Marcus d'une voix douce, presque aimable. Vous avez mentionné que vous étiez très triste après la mort de votre mari. Diriez-vous que votre jugement était altéré au cours de ces mois? J'avais le cœur brisé, mais mon esprit fonctionnait parfaitement. Preniez-vous des médicaments pour la dépression ou l'anxiété? Oui. Mon médecin m'avait prescrit quelque chose pour m'aider à dormir. Et ces médicaments peuvent provoquer de la confusion ou affecter la mémoire. Kate s'est levée. Objection. Mon confrère demande aux témoins de spéculer sur des effets médicaux. Je vais reformuler, a dit Marcus avant que la juge ne puisse répondre. Madame Vance, avez-vous éprouvé de la confusion ou des problèmes de mémoire pendant que vous preniez ces médicaments? Non. En êtes-vous sûr? Parce que ma cliente indique qu'il y a eu de multiples occasions où vous oubliez des conversations, répétiez des questions, ne vous rappeliez pas, ma fille ment. Un murmure a parcouru la salle. Marcus a souri légèrement, comme si cette réponse le servait. C'est une accusation forte, Madame Vance. Vous dites que votre propre fille, la femme que vous avez élevée, mentirait sous serment au sujet de votre état mental. Je dis que ma fille est prête à dire tout ce qui est nécessaire pour justifier ce qu'elle a fait. Oui, elle ment. Elle l'a déjà fait par le passé. Marcus est allé à sa table et a pris des papiers. Madame Vance, reconnaissez-vous ces documents? Je les ai regardés. C'étaient les procurations et les transferts que j'avais signés. Oui. C'est bien votre signature sur chacun d'eux. Oui. Est-ce que quelqu'un vous a forcé physiquement à les signer? Pas physiquement, mais ils ont fait pression sur moi. Ils me disaient des demi-vérités. Ils ne m'expliquaient pas vraiment ce que je signais. Mais vous avez signé volontairement. Personne ne vous a tenu la main. Personne n'a menacé de vous faire du mal si vous ne signez pas, pas de cette façon. Répondez par oui ou par non, s'il vous plaît. Avez-vous signé ces documents de votre propre main? Oui. Je vous remercie. Marcus est revenu au centre de la salle. Maintenant, concernant cet enregistrement, avez-vous informé ma cliente que vous l'enregistriez? Non. Savait-elle que sa conversation privée avec son mari était enregistrée? Non. Donc, vous avez enregistré votre fille sans son consentement, en écoutant derrière des portes closes ce qu'elle croyait être une conversation privée dans sa propre maison. Kate s'est levée. Votre honneur, la loi autorise les enregistrements par une partie lorsqu'il y a un soupçon raisonnable d'activité criminelle. Et ce soupçon sera évalué, a répondu la juge. Continuez,
Maître Thorne. Mais venez-en au fait. Madame Vance. N'est-il pas possible que vous ayez mal interprété cette conversation? Que lorsque votre gendre parlait de résidence assistée, il faisait référence à des options futures, et non à des plans immédiats. Que lorsqu'ils discutaient de finances, ils le faisaient parce qu'ils étaient sincèrement soucieux de gérer vos ressources de manière appropriée? Non, ce n'est pas ce qu'ils faisaient. Mais vous admettez que votre jugement était affecté par le deuil, que vous preniez des médicaments, que vous signiez des documents sans les lire entièrement. N'est-il pas possible que votre perception des événements soit déformée par votre état émotionnel? Marcus a changé de tactique. Combien maître Sterling vous facture-t-elle pour vous représenter? Elle travaille sur la base d'honoraires conditionnels. Si nous gagnons, elle reçoit un pourcentage. Ah, elle a donc un intérêt financier important à gagner cette affaire. N'est-il pas commode que soudainement toutes ces preuves soient apparues? Ces enregistrements. N'est-il pas possible que quelqu'un vous manipule pour monter un dossier qui n'existe pas réellement? Je me suis penché en avant, le regardant droit dans les yeux. Monsieur Thorne, j'ai vécu 68 ans. J'ai élevé une fille pratiquement seule pendant 5 ans. J'ai eu ma propre entreprise. J'ai soigné mon mari pendant sa maladie terminale. Je ne suis pas une vieille dame confuse que l'on peut manipuler facilement. Je sais exactement ce que ma fille et son mari m'ont fait. Et aucune de vos questions pièges ne changera ces faits. La salle est devenue silencieuse. Marcus m'a regardé pendant un long moment, puis a regardé la juge. Pas d'autres questions. Je suis retourné m'asseoir. Kate m'a brièvement serré la main. C'était parfait, a-t-elle chuchoté. Les deux témoins suivants furent le docteur Martinez, qui a présenté mon évaluation psychologique démontrant une pleine compétence mentale, et un expert comptable judiciaire qui a détaillé chaque transaction suspecte, les retraits massifs, les dépenses de luxe. Et les écarts entre les revenus déclarés et les dépenses réelles. Lorsque Marcus a appelé Harper à la barre, la salle était tendue d'anticipation. Ma fille s'est avancée à pas lents, comme si chaque pas lui coûtait un effort immense. Elle a prêté serment de dire la vérité et s'est assise. Harper, a commencé Marcus d'une voix douce. Aimez-vous votre mère? Oui. Sa voix était à peine un murmure. Je l'aime. Pourquoi l'avez-vous invitée à vivre avec vous? Elle venait de perdre mon père. Elle était détruite. Elle ne mangeait pas bien, ne dormait pas, ne sortait pas de la maison. J'avais peur qu'elle se laisse mourir de tristesse. Je voulais prendre soin d'elle, la protéger. Et les documents qu'elle a signés, les procurations, les transferts. Dans quel but les lui avez-vous demandé? Pour la protéger. Maman a toujours été un peu négligente avec l'argent. C'était papa qui gérait tout. Sans lui, j'avais peur qu'elle fasse des erreurs, que quelqu'un en profite. Je voulais juste que ses finances soient organisées et en sécurité. Avez-vous volé l'argent de votre mère? Non. Chaque dollar que j'ai dépensé l'a été pour entretenir la maison où elle vivait, payer ses besoins, assurer son bien-être. Kate s'est levée pour le contre-interrogatoire. Son expression était de marbre. Madame Vance Miller, vous dites que chaque dollar était pour le bien-être de votre mère. Est-ce que la croisière de 20 000 $ était pour le bien-être de votre mère? Harper a hésité. Nous avions besoin d'une pause. S'occuper de quelqu'un est épuisant. Est-ce que votre mère est allée sur cette croisière? Non. Répondez par oui ou par non, s'il vous plaît. Est-ce que la montre à 15 000 $ de votre mari était pour le bien-être de votre mère? C'était. C'était un cadeau d'anniversaire. Payé avec l'argent de votre mère alors que vous lui donniez 50 $ par semaine. Est-ce que les robes de créateur à 2 000 $ chacune étaient pour le bien-être de votre mère? J'avais besoin de vêtements appropriés pour. Oui ou non, Madame Vance Miller? Ces robes étaient-elles pour le bien-être de votre mère? Non. Des larmes commençaient à couler sur le visage de Harper. Madame Vance Miller, dans l'enregistrement que nous avons entendu, vous et votre mari parler d'accusations criminelles et d'aller en prison. Pourquoi auriez-vous cette conversation si vous preniez convenablement soin de votre mère? Nous avions peur. L'avocate de maman déformait tout, faisant passer des actions innocentes pour criminelles. Est-ce que mentir au sujet d'une dette fiscale de 45 000 $ est une action innocente? Harper n'a pas répondu. Est-ce que planifier d'interner votre mère dans une maison de retraite sans son consentement est une action innocente? Je n'ai jamais.
Vos propres mots sont sur cet enregistrement. Madame Vance Miller, l'aignez-vous? C'était sorti de son contexte. Nous envisagions des options futures. Non. Votre maman a 68 ans. Elle est en parfaite santé physique et mentale. Pourquoi aurait-elle besoin d'être dans une maison de retraite? Je pensais. Je croyais que ce serait mieux pour elle. Ou est-ce que ce serait mieux pour vous de l'écarter pendant que vous liquidiez ses actifs? Objection. A hurlé Marcus. Question tendancieuse. Retenue, a dit la juge. Maître Sterling, reformulé. Kate s'est s'approcher de la barre. Madame Vance Miller, une dernière question. Si vous aimiez vraiment votre mère et vouliez seulement prendre soin d'elle, pourquoi l'avez-vous dépouillée de son autonomie, de son argent, de sa dignité et avez-vous planifié de lui prendre sa maison? Harper sanglotait ouvertement désormais. Je ne sais pas. Tout a dérapé. Au début, nous voulions juste l'aider, mais ensuite l'argent était là, nous avions des dettes et Caleb a dit qu'elle ne s'en rendrait jamais compte. Elle s'est arrêtée brusquement, réalisant ce qu'elle venait d'avouer. Marcus a fermé les yeux avec une expression de défaite. Pas d'autres questions, a dit Kate. La juge a ordonné une suspension d'audience de 30 minutes. À son retour, son expression était sévère. J'ai examiné toutes les preuves présentées, les documents, les enregistrements, les témoignages, et je suis parvenu à plusieurs conclusions. Premièrement, Madame Eleanor Vance est en pleine possession de ses facultés mentales. Deuxièmement, il existe un schéma clair et documenté d'abus financiers et émotionnels. Troisièmement, les actions des défendeurs constituent une fraude, un détournement de fonds et une exploitation de personnes âgées. Harper sanglotait sur sa chaise. Caleb gardait les yeux fixés sur la table. Par conséquent, j'ordonne ce qui suit. Tous les pouvoirs légaux accordés à Harper Vance Miller sur les finances et les propriétés d'Eleanor Vance sont immédiatement révoqués. La restitution intégrale des 83 000 $ dépensés est ordonnée, majorée des intérêts calculés au taux légal. Il est interdit aux défendeurs d'entrer en contact avec Madame Vance sans son consentement exprès. Je renvoie cette affaire devant le bureau du procureur de district pour enquête sur d'éventuelles poursuites pénales. Et enfin, je condamne les défendeurs à payer l'intégralité des dépenses de cette procédure, y compris les honoraires de Maître Sterling. La juge a frappé un coup de marteau. L'audience est levée. Kate m'a serré dans ses bras. Arthur pleurait des larmes de joie derrière nous. J'ai regardé à travers la salle. Harper me regardait avec une expression que je n'oublierai jamais, une perte absolue mêlée à ce qui aurait pu être un regret tardif. Caleb l'a prise par le bras et l'a fait sortir de la pièce rapidement. Richard et Barbara l'ont suivi sans regarder en arrière. 3 mois plus tard, j'ai emménagé dans un petit appartement chaleureux du centre-ville. Il avait 2 chambres, une cuisine avec une fenêtre donnant sur le parc, et surtout, il était entièrement à moi. Chaque décision, de la couleur des rideaux à l'heure de mon dîner, m'appartenait. J'ai récupéré presque tout mon argent. Le procureur de district a engagé des poursuites contre Caleb et Harper. Il a accepté un accord de plaidé coupable et a été condamné à 2 ans de mise à l'épreuve ainsi qu'à la restitution des fonds. Harper a reçu 1 an de mise à l'épreuve. Tous deux se sont retrouvés avec des casiers judiciaires qui les suivraient toute leur vie. Je n'ai plus reparlé à ma fille. Parfois, je pense à elle, à la jeune fille qu'elle était, au bon moment que nous avons passé. En revanche, cette personne n'existe plus. La femme qu'elle est devenue m'est étrangère. Arthur est devenu mon meilleur ami. Nous dînons ensemble 2 fois par semaine. Nous allons au cinéma le dimanche. Il m'a présenté à son groupe d'amis du centre communautaire. Et maintenant, j'ai une vie sociale plus riche que je n'en avais eu depuis des années. Kate et moi sommes également devenus amis. Elle m'a invité à donner des conférences à des groupes de personnes âgées sur la façon de reconnaître et de prévenir les abus financiers. Mon histoire aide les autres. Elle donne un sens à tout ce que j'ai enduré. Il y a 2 semaines, j'ai reçu une lettre de Harper. Je ne l'ai pas ouverte. Je l'ai gardée entre mes mains pendant 1 heure, regardant mon nom écrit de son écriture familière. Mais finalement, je l'ai rangée dans un tiroir sans la lire. Je ne suis pas prête. Peut-être ne le serai-je jamais. Et c'est très bien ainsi, car j'ai appris quelque chose au cours de ces années de cauchemar et de renaissance. Le pardon est facultatif. La guérison ne l'est pas. Et j'ai choisi de guérir.
Chaque matin, je me réveille dans mon lit, dans mon appartement, avec mon argent en sécurité sur mon compte bancaire que moi seul contrôle. Je prépare mon café comme je l'aime. Je lis le journal à mon propre rythme. Je décide de ce que je fais de ma journée sans demander de permission à personne. C'est une vie simple, tranquille, digne. C'est ma vie, enfin, complètement la mienne. Et cela, après tout ce que j'ai traversé, c'est la plus douce des victoires que j'aurais pu demander.